Bonjour à tous, merci d'être avec nous et merci à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Voilà. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Laure Pilot, je travaille pour la Fabrique des communs pédagogiques et je m'occupe du chapitre lecture dehors de l'association qui est un axe structurant. Je m'en occupe parce que je suis entre autres professeur documentaliste et que je forme des enseignants à la lecture et à la lecture dehors. Et donc aujourd'hui, pour traiter de ce sujet, on a le grand plaisir d'avoir réuni une table ronde 100% marseillaise avec 3 actrices qui vont nous accompagner jusqu'à 11h45 pour évoquer ça. Avant qu'elles aient l'occasion de se présenter, j'aimerais rappeler que dans la Convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 31, il est précisé que chaque jeune a le droit de lire et de participer à la vie culturelle. Et donc, en plus du fait que la lecture fait partie des fondamentaux donc des programmes scolaires, et donc soutenu par l'éducation nationale, ça a été la cause éducative nationale majeure il y a quelques années. Dans la Convention des droits de l'enfant également, ce droit à la lecture existe. Et vous le savez, avec la Fabrique des communs pédagogiques, on est là pour parler du dehors, mais aussi pour parler, bien sûr, des droits de l'enfant. Donc on va pendant 3 quarts d'heure, 50 minutes évoquer ce sujet et dans une table ronde qui s'intitule « Lire dans la cité, le cas de la lecture hors les murs à Marseille », puisque Marseille est un territoire assez fascinant du point de vue de la lecture par la diversité des acteurs qu'il réunit. Et à ce titre, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots, présenter vos missions ? Et là-dedans, la place de la lecture, vous Sophie, ça va être facile, et la place peut-être du dehors. Donc, bonjour à tous, Sophie Geffretin, je suis la directrice du pôle lecture publique de la ville de Marseille. Donc, c'est ce pôle qui gère l'ensemble des 9 bibliothèques de la ville de Marseille, ainsi que les projets de développement de bibliothèques et d'autres actions de lecture publique. C'est un réseau divers avec des bibliothèques de tailles diverses. Nous avons à la fois la plus petite bibliothèque de France et la plus grande. La plus grande, c'est la bibliothèque de l'Alcazar qui fait 18 000 m². Pour ceux qui sont de passage à Marseille, je vous invite à y faire une petite visite. Et la plus petite, c'est la bibliothèque de Castellane qui se trouve dans la station de métro et qui fait 50 m², mais c'est une vraie bibliothèque avec des bibliothécaires, une sélection d'ouvrages très dynamique parce que très contrainte et de l'action culturelle dans cette bibliothèque. Et on a aussi une mission hors les murs avec cette personne, donc j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Oui, bonjour, Cécile Arnold, je co-dirige l'association marseillaise Opéra Mundi. Opéra Mundi a été fondée en 2015, il y a 10 ans. On a fêté cette année nos 10 ans. C'est une association qui propose d'interroger les grands enjeux de l'écologie en particulier, de l'environnement, les grands enjeux contemporains à travers des saisons de conférences, d'ateliers pluridisciplinaires et beaucoup d'actions de médiation et de sensibilisation aux enjeux de notre monde. La thématique de cette année était repenser nos interdépendances. Pourquoi pourquoi je vous dis ça, c'est que il me semble que la place du livre dans nos actions, et en l'occurrence dans nos actions auprès de la jeunesse, à qui nous proposons des conférences, mais des ateliers philo et beaucoup de choses encore, et beaucoup d'activités et d'exploration en extérieur. Ces interdépendances, elles relient en fait les différentes formes de savoir qui sont les savoirs portés justement par les livres, mais aussi les savoirs oraux, les savoirs communs, les savoirs institués, les savoirs scientifiques. Et on essaie en fait d'articuler et de mettre en mouvement ces savoirs. Et voilà, c'est plutôt des savoirs en mouvement où le livre et la lecture
ont une place toujours, sinon centrale, du moins nous accompagnent en permanence. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Christine Bernard, je suis coordinatrice des espaces lecture de l'ACLM. Alors l'ACLM, c'est une association qui a 30 années d'existence et qui, paraît-il, est unique à Marseille et ailleurs. Alors elle a été créée pour gérer des espaces lecture. Les espaces lecture, ce sont des lieux de proximité qui sont implantés dans les quartiers prioritaires de la ville de Marseille, en bas des immeubles, au plus près des habitants, pour toucher les gens qui, justement, ne vont pas dans les bibliothèques et n'ont pas de livres à la maison. Et notre mission principale est d'apporter le goût de lire, le goût de la lecture, le goût du livre, par l'échange, par le partage, par la découverte, par tous les moyens de médiation qui nous sont possibles de mettre en œuvre avec les publics, les parents, les acteurs aussi sur les territoires où nous sommes implantés. Parce que c'est aussi un travail que l'on fait en partenariat, y compris en partenariat avec les bibliothèques, bien sûr, de Marseille. Il y a 7 espaces lecture à Marseille qui vont de 80 mètres carrés à 250 mètres carrés, suivant les lieux qui nous ont été proposés, qui sont ouverts 5 jours par semaine, 30 heures par semaine, qui sont donc ouverts à tous les publics et dans lesquels nous menons nos activités. Et nous recevons également des publics scolaires, des publics des groupes sociaux et d'autres groupes constitués. Et puis, dans les années 2000, on a imaginé d'aller vers, parce qu'on était implanté dans les cités et on touchait les personnes de ces quartiers, mais il y avait d'autres personnes qu'on ne touchait pas parce qu'on n'était pas implanté chez eux. Et donc, on a créé un pôle hors les murs. Donc, on est déjà des bibliothèques hors les bibliothèques et on est allé en dehors de nos murs pour imaginer de l'activité qui se fait donc du coup en extérieur de nos murs et du coup sur des territoires où il y a encore moins que moins. Il n'y a pas plus d'espace lecture et des fois il n'y a même pas de centres sociaux, il n'y a pas de... Voilà. Et on va aller faire... alors on a différents outils. On a des outils tout simples qui peuvent être des bibliothèques de rue avec une caisse, un tapis et puis 2 animateurs. Et puis, on a un outil qui s'appelle l'ID's Box, qui est une bibliothèque mobile, itinérante, enfin, qui est plutôt un couteau suisse culturel, qu'on peut déployer et former jusqu'à 60 mètres carrés d'activité pour proposer, effectivement, de la lecture dehors. C'est ça. Et un dispositif qui sera présent aux rencontres. Alors, ce dispositif sera présent demain après-midi, toute l'après-midi, en activité, avec ces modules et les propositions que l'on peut faire avec. Et on sera content de partager ça avec les visiteurs du festival. Merci. À la Fabrique des communs pédagogiques, on n'a rien inventé sur la classe dehors. On s'inspire des méthodologies développées dans les mouvements dits d'éducation populaire. À ce titre, on pense que la lecture a une part très importante dans cette façon de percevoir l'éducation. Comment vous positionnez, Christine, et peut-être par rapport à ce mouvement d'éducation populaire, justement ? Alors pour nous, effectivement, le fait de se revendiquer, éducation populaire est très important parce que la lecture, c'est évidemment quelque chose qui est complètement essentiel à l'acquisition des savoirs et qu'il faut développer et qu'il faut permettre aux personnes de le maîtriser. Et on le sait que c'est plus compliqué quand il n'y a pas de livres à la maison, quand les parents ne fréquentent pas les bibliothèques, quand il y a des langues d'origine différentes. Bref, tous ces contextes qui amènent à une difficulté d'aller vers le livre. Mais c'est aussi un outil qui permet de réfléchir à des questions autour de la société, de réfléchir à des questions citoyennes, de participer ensemble, justement, les espaces lecture, on voit grandir les familles, les fratries, les enfants s'investissent aussi sur certaines pratiques et activités, et puis on les amène à réfléchir. Et pour nous, ça, c'est aussi important que le fait de pouvoir mettre des livres aussi à leur disposition. Ça va avec, ça fait partie de l'objet livre et tout ce qui peut amener, tout ce qui peut proposer. Pas seulement apprendre, mais aussi s'interroger, aussi. Je pense que Cécile va nous en parler également.
Oui, alors je te rejoins complètement. Pour nous, le livre, la lecture, les savoirs en général, mais ça peut être aussi les savoir-faire et la façon dont on va construire les savoirs, sont bien au cœur de cette idée d'émancipation, en fait, que porte le livre, mais la culture en général, et l'accès en fait à la connaissance et aux connaissances au pluriel, et à la diversité, une pluralité de points de vue qui nous semble essentielle justement pour l'accès en tout cas à cette pluralité de points de vue nous semble essentiel, en tout cas dans notre projet aussi, et de toucher à un public le plus large possible. Et c'est vrai que cette mission, en fait, c'est quelque chose qu'on met sur la table tous les jours, de se dire vers quel public nous allons travailler, pour quelles raisons nous allons proposer telle et telle forme de médiation. Donc on essaie, autant que faire se peut, d'être à l'écoute en fait. Il me semble que cette écoute, quand on y arrive, et que vous partagez, je pense aussi, et c'est quelque chose d'assez essentiel dans les missions justement d'éducation populaire c'est à la fois de l'écoute et aussi d'être force de proposition, de curiosité et d'ouverture au monde. Voilà. Tout à fait. Et je rebondirai sur le fait que pour moi, l'éducation populaire, derrière ça, il y a une notion de casser la verticalité de l'enseignement, et c'est d'apprendre par la découverte et par le plaisir. Et c'est un de nos défis en bibliothèque dans ce qu'on peut faire comme accueil, d'arriver, notamment quand on accueille des publics scolaires qui viennent avec la classe, avec l'enseignant, d'arriver à créer une ambiance différente et qui ouvre l'accès au plaisir et à un bain de langage et de culture et de mots qui soit non plus de la contrainte, mais un champ qui s'ouvre vers le dehors. Et là-dessus, en fait, lire dehors, c'est un pléonasme. Parce qu'en en fait, quand on lit, on est dehors. On est dehors de soi, on est dans un autre personnage, on est dans un autre monde. Et on doit réussir, par nos actions d'éveil à la lecture, à faire ressentir ce plaisir-là. C'est là qu'on atteint notre objectif. Il va falloir qu'on change le titre de l'acte structurant, c'est un pléonasme. Non, c'est très bien. Justement, cette fonction d'évasion, je crois que vous avez en commun toutes les trois un public particulier qui a par définition très peu accès au dehors et vers qui vous allez pour lire avec ces adultes ou ces jeunes qui sont en situation d'enfermement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos actions à destination des publics, des gens qui sont des détenus en fait ? Alors, oui, effectivement, Opéra Mundi, on essaie de travailler avec on va à la rencontre de la jeunesse, que ce soit des publics scolaires, de publics adultes ou intergénérationnels, mais on mène aussi des actions en milieu carcéral, qui sont des actions qui nous permettent justement, en tout cas, on propose des rencontres avec des personnes qui sont engagées personnellement et professionnellement dans des démarches écologiques autour d'une thématique, parce qu'on est toujours sur une thématique. Donc là, actuellement, on travaille sur la thématique de l'eau, qui était aussi notre sujet l'année dernière.
Donc ça va être une personne, la personne qui sera invitée très prochainement à Luynes, à la prison de Luynes, sera une personne qui est membre d'une association extrêmement active et qui va témoigner de son parcours personnel. On a un atelier philo, donc 2 ateliers qui seront proposés par la suite. Et en introduction de cet atelier, on va proposer l'écoute pendant 5 minutes de son de l'eau, en fait. Depuis 2020, donc on intervient au Baumet et à Aix 2 ou 3 fois par an auprès de publics qui sont plutôt des adultes, évidemment des adultes, mais plutôt masculins. Ça nous est arrivé de travailler aussi avec des publics mixtes. Et cette proposition de débattre de questions qui font sens commun, des questions de société, des questions qui engagent nos avenirs, de repositionner aussi les participants comme des citoyens à part entière qui ont leur part et leur mot à dire sur ce monde qui est en plein changement et en plein mouvement et en pleine crise, on peut le dire. Ce sont des choses qui permettent justement dans ces milieux fermés de s'extraire et de se projeter dans un monde en mouvement. Je reviens là-dessus parce que je réfléchissais à ça ce matin et vraiment la question des savoirs en mouvement et de la porosité et comment les participants sont eux-mêmes pris dans des mouvements et dans une multiplicité de propositions qu'on leur fait de différents types d'approches, de points de vue, que ce soit par la rencontre, par la réflexion, la construction de savoir oral, de l'expression et l'argumentation en collectif, également l'accès à la lecture, l'accès à l'écriture, à la création, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec des artistes. Et puis les ateliers d'intelligence collective sont des tas d'éléments que l'on agrège ensemble pour faire un seul atelier en X étapes. Et donc en milieu carcéral, effectivement, la réflexion ensemble, le débat, sont des choses qui nous projettent dehors, et d'autant plus avec ces questions d'écologie, ces questions sensibles, qui nous amènent à nous promener d'une certaine façon en dehors des murs. Et juste dire aussi que quand on est avec des scolaires, la plupart du temps, les ateliers philo se font à l'intérieur, où on travaille énormément. On a travaillé avec une 60aine de bibliothèques. Les ateliers philo se font le plus souvent à l'intérieur, mais notre expérience nous montre que le fait de sortir avant d'avoir une expérience sensible du monde à travers une exploration botanique, d'aller glaner des objets sur la plage, d'être dans une démarche aussi qui suscite à la fois la sensibilité, les imaginaires en allant dehors, nourrissent considérablement les ateliers philo. Faire des ateliers philo ex nihilo, c'est rarement très, très productif. Voilà. Alors, les bibliothèques de Marseille mènent aussi une action particulièrement structurante avec les détenus du centre de détention des Baumettes, qui est un peu un ensemble de plusieurs prisons qui ont différentes fonctions. Donc on y mène, on accompagne en fait la vie des bibliothèques de prison, et on y mène des ateliers qui peuvent être des ateliers de lecture structurés par des prix littéraires, notamment le prix Goncourt des lycéens ou le prix littéraire des détenus. On y mène aussi des ateliers d'écriture qui permettent aux détenus de poser leur histoire ou l'histoire d'un autre, mais recréée par eux, et qui les aide à se construire, à se reconstruire et à se projeter vers dehors et dans une dynamique de réinsertion.
Et on a une action qui est intéressante aussi, qu'on a débutée l'année dernière autour de la parentalité en prison. Et comment ça peut se vivre avec les enfants qui, eux, sont dehors et qui, occasionnellement, sont de passage. Et comment on peut faire du parloir un temps du dehors à l'aide du livre, qui va être un support. Et donc, on accompagne les détenus pour choisir des livres à lire avec leurs enfants au moment du parloir et de pouvoir accompagner et vivre un temps du dehors dans ce petit espace entre deux. Et avec dans la prison qui est une prison avant la sortie, dans les quelques mois qui précèdent la sortie, ils ont un service qui est de l'accompagnement à la sortie où il y a un peu plus de sorties qui sont proposées. Et là, on mène une action pareille de parentalité qui aboutit à une sortie avec les enfants en bibliothèque. Et qui est vraiment structurante pour renouer la relation et préparer la sortie définitive. Je vous avais bien dit que Marseille était une ville unique en termes de lecture. On voit que c'est le cas. Est-ce que sur cette question de la parentalité, Christine, puisque comme vous lisez dans la rue, il n'y a pas que des enfants, j'imagine? Et non, il n'y a pas que des enfants. Il n'y a pas que des enfants dans les espaces lecture non plus. Ce sont des lieux qui sont ouverts à tous, quel que soit l'âge, et aux familles aussi. Et d'ailleurs, c'est une partie importante de notre travail de pouvoir aussi amener des parents qui parfois ne maîtrisent pas forcément la langue française écrite ou qui ont des difficultés de lecture, même nés en France, mais qui n'ont pas eu la possibilité de poursuivre des études, de partager le livre avec leurs enfants, pour les amener aussi à avoir un autre regard sur le livre et que ça soit un objet non pas intellectuel, de savoir, gardé par les gardiens du temple, excuse-moi Sophie, mais quelque chose que l'on peut partager en famille, sur lequel on peut échanger, sur lequel on peut discuter, qui permet aussi des parenthèses parents-enfants qui sont de plus en plus rares dans les familles, on le sait, les écrans, le grand, le petit, les tout petits, ont supprimé beaucoup de dialogues, beaucoup de jeux aussi. Donc, on peut passer par des livres-jeux, on peut passer par des livres qu'avec des images. J'aime pas dire sans texte parce que c'est réducteur, mais des livres tout en images. On peut passer par des livres bilingues aussi quand les parents maîtrisent une autre langue que le français. On a la chance à Marseille d'avoir, en particulier, je fais pas de la pub pour eux, mais j'adore ce qu'ils font, le Pora Jauni qui fait des éditions bilingues, arabes, françaises, poétiques, très très belles. Ils sont à la librairie. Et qui sont magnifiques à partager et toujours extrêmement bien reçus par les familles qui parlent et qui lisent l'arabe, parce que pour elles, c'est aussi la beauté de leur langue qu'elles peuvent partager avec leurs enfants, qui parfois ne comprennent pas cette langue-là. Mais voilà, c'est une occasion aussi de revenir à des... Donc la parentalité, toucher les parents, toucher les familles, les réunir autour du livre, ce sont des choses qui effectivement nous importent. On parlait tout à l'heure de public empêché. Tous nos publics pratiquement sont dénommés empêchés à Marseille. Il faut savoir que le territoire est très vaste, que les moyens de circuler entre les quartiers sont très compliqués, et il y a des familles qui ne quittent pas leur quartier, qui ne quittent pas, sachant qu'entre la Solidarité au nord complètement et la Cayolle au sud complètement où on est, il y a plus de 35 km. Donc c'est énorme. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir une bibliothèque dans les quartiers nord, enfin une deuxième parce qu'il y avait Saint-André, mais qui était un peu éloignée des quartiers prioritaires. Maintenant, on en a une qui est implantée en quartier prioritaire, Salima Thibou, et du coup, on voit qu'effectivement aussi, quand on apporte des choses aux gens dans leur quartier, et que c'est facile pour eux d'y aller, ils s'en saisissent, ils se l'approprient. Donc c'est aussi notre rôle de faire des passerelles avec ces équipements qui existent maintenant, et de les amener à rentrer, à leur montrer que c'est fait aussi pour eux, qu'ils y ont leur place, qu'ils sont marseillais, comme on amène aussi les publics, lors de thématiques que l'on travaille, aller visiter les musées, on fait de l'éducation artistique et culturelle, aller voir des expositions, aller rencontrer des artistes, à visiter des ateliers d'artistes, toutes ces choses-là qui sont inconnues
de ces personnes parce qu'elles sont effectivement cloisonnées dans leur petit microcosme que sont les cités de Marseille. Et merci Christine d'avoir rappelé cette place centrale de l'oralité dans les pratiques de lecture dehors, puisque le nom du parc où on se trouve le rappelle bien. Marseille est une ville très ancienne, une ville grecque, et dans l'Antiquité, donc on lisait tout le temps à voix haute, ce qui m'emmène pour un second temps à aborder un peu les aspects techniques de la chose, puisqu'il y a plusieurs professionnels du livre qui sont là aujourd'hui, qui vont nous écouter par la suite. Quand on veut lire dehors avec des enfants ou des adultes qui ne sont pas forcément habitués à lire, est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place? Est-ce qu'on peut se former pour faire ça? Donc, vous pouvez prendre la parole aussi dans le choix des thèmes qu'on peut aborder. Donc, les techniques, comment on s'installe, où se former. Voilà. Alors, en ce qui concerne les espaces extérieurs, déjà, l'équipe de la CLM qui s'occupe de ces actions-là va repérer les lieux et va aller s'installer dans un endroit où on sait que les gens vont le fréquenter, aux abords d'un city-stade, d'un petit parc, où il y a des bancs, où les familles, des fois, ont l'habitude de se retrouver, de façon à utiliser déjà une dynamique qui existe. Voilà, on ne va pas aller se mettre dans un coin reculé ou un coin où ils n'ont pas l'habitude d'aller. On essaye, autant que faire se peut, que ça soit un peu calme en termes de bruit, de circulation, de scooter, de tout ce qu'on veut. Après, suivant si on utilise une bibliothèque de rue ou la Box, des fois on a des contraintes logistiques parce que la box, il faut qu'elle soit amenée par un camion, donc on ne peut pas aller très très loin des fois. Mais on essaye de s'éloigner au maximum des voies où il y a la circulation. Et puis après, ça va être le dispositif. Alors, l'IDs Box, vous la verrez pour ceux qui seront là jeudi, c'est quelque chose de très design, hein, c'est coloré, c'est pop, c'est attractif. Ça a été designé par Philippe Stark, donc voilà, il y a un côté, ça se voit. Ça se voit, c'est valorisant, les gens sont contents qu'on arrive avec un dispositif de qualité, parce qu'il y a un écran, il y a des livres, il y a des ateliers, il y a plusieurs propositions. Il y a beaucoup de livres, on peut amener 400 livres, ce qui est pas mal, hein, pour se mettre à l'extérieur. Les bibliothèques de rue, c'est plus modeste, mais on va avoir des coussins, on va avoir des tapis, on va essayer d'imaginer un petit coin cosy, de créer une petite bulle comme ça, où les livres vont être proposés. Après, les médiateurs, médiatrices qui sont là vont proposer des lectures à la demande ou vont laisser aussi libre accès, parce qu'il faut aussi permettre de feuilleter, de poser, de regarder, de le tenir à l'envers, de s'asseoir dessus. Enfin bon, il faut aussi que ça devienne un objet familier pour qu'on puisse y accéder. Donc il y a ces possibilités de lire tout seul dans son coin, d'inciter aussi les gens à lire ensemble, les enfants à lire ensemble. Ça, ils aiment beaucoup. D'en faire un jeu, d'en faire une lecture théâtralisée. On a aussi d'autres outils comme des kamishibai, ou voilà, qui permettent des grandes images aussi, des livres-jeux qui permettent aussi d'échanger avec un groupe d'enfants. Et puis, il y a toujours des livres aussi documentaires qui vont parler de Marseille, qui vont parler de la nature, qui vont parler des dinosaures, qui vont parler voilà, du football. Toutes les thématiques qui sont susceptibles de faire échanger les gens. Parce que sa lecture, ça commence par l'intérêt, ça commence par le plaisir, ça commence par se dire « Ah, ça m'intéresse ». J'ai envie de voir. C'est comme ça aussi qu'on arrive à travailler avec les gens et à finir à leur lire des histoires. Et après, c'est l'écoute aussi. Et ça, c'est l'apprentissage aussi d'accepter d'écouter. Parce que l'écoute, c'est une posture qu'ils n'ont pas forcément l'habitude non plus, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour d'eux et qu'ils entendent beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'ils écoutent ? Je peux rebondir sur la lecture dehors. Donc, chaque année, en juin-juillet, le Centre national du livre nous invite, à travers l'opération Partir en livre, à aller lire dehors, notamment dans les parcs, mais pas que. Alors, dans les parcs, ça peut être ce qu'a décrit Christine, et puis ça peut être un livre, un coin d'ombre sous un arbre et une voix. Et juste avoir la confiance que poser une voix et et se mettre à lire, c'est autre chose, mais c'est pas plus compliqué que parler.
Mais ça crée tout de suite une autre ambiance. On le voit dans l'attention que ça suscite chez les très jeunes enfants. Quand on fait des lectures en crèche, par exemple, dès qu'une lecture commence, l'enfant saisit que c'est pas la même chose, c'est pas le même ton que la parole orale. Et ça suscite une attention. Et donc, par là, on va créer le bain de langage qui va l'ouvrir à plein de choses. Quand on fait des interventions dans les crèches, nos bibliothécaires partent avec leur petit caddie de course, une quarantaine de livres dedans, et vont à la rencontre des groupes d'enfants. Dès les bébés, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils sachent marcher ou parler. Dès qu'ils sont bébés, on peut leur faire des lectures et ça les frappe. Et on fait ça devant les puéricultrices qui sont là et qui derrière vont pouvoir s'approprier les livres qui leur sont amenés et relire et refaire ce qui a été fait. Et on y va à peu près toutes les 6 semaines dans les crèches qu'on touche. Et donc, on leur laisse en dépôt les livres pendant 6 semaines. Et elles vont pouvoir les lire, les relire, créer une habitude aussi chez l'enfant. Et en fait, on se rend compte que chez ces adultes-là, du monde de l'éducation, elles n'ont pas besoin de cours et de cours de lecture, en fait. Elles ont besoin de passer le pas, d'être accompagnées, d'avoir quelques outils avec des publications jeunesse qui sont d'une richesse incroyable aujourd'hui. Attention, vous allez créer une génération de bébés philosophes. C'est dangereux quand ça grandit. Les livres, ça peut être dangereux. Peut-être, Cécile, quand on parle de mise en place d'ateliers, il y a un temps de préparation du point de vue du choix de ce que vous allez lire avec les enfants, les adultes. Est-ce qu'il y a des questions à se poser ou comment est-ce que vous fonctionnez à Opéra Mundi pour choisir vos thématiques, les livres que vous allez lire ? Alors, il y a plusieurs aspects. À la fois, on réfléchit de notre côté au sujet, effectivement, qu'on a envie de développer, qui a toujours trait, en fait, à la question de l'environnement et de la mise en perspective de ces changements. On a... En fait, on a plusieurs manières de faire. Notamment, je voudrais citer ce dispositif qui s'appelle Rendez-vous en bibliothèque nationale, auquel on a participé depuis 2020 à travers des ateliers qui s'appellent les naturalistes en herbe et les naturalistes en mer, qui se sont transformés, qui sont passés de la terre à la mer, et qui mettent en jeu, en fait, donc qui s'adressent à des jeunes de centres sociaux ou des jeunes de collégiens, scolaires, y compris classe élémentaire, et donc qui ont pour vocation, en fait, d'amener une réflexion sur comment est-ce qu'on habite son quartier, la bibliothèque, comment on habite la bibliothèque, son quartier et plus largement le monde. Et donc c'est de remettre en perspective en fait cette dimension de comment on pourrait réhabiter la bibliothèque en essayant de réhabiter son quartier à la découverte de son quartier qu'on va aller explorer de façon vraiment des explorations botaniques, des explorations à la rencontre des habitants avec qui on va discuter, qu'on va pouvoir interviewer. Donc vraiment des sorties en extérieur pour pouvoir mieux redécouvrir la bibliothèque. Et dans ce processus-là, de toutes ces sorties à l'extérieur, on discute avec nos partenaires, principalement les bibliothécaires qui sont le QG de toutes ces activités. Et parce que c'est comment on remet aussi le livre comme une ressource. Les livres nous accompagnent au fil de toutes les activités que l'on produit à l'extérieur. Et on retrouve ces livres quand on revient aussi travailler avec des artistes à la bibliothèque pour produire des objets qui vont témoigner de toutes ces expériences qu'on a fait à l'extérieur. Et le livre, la bibliothèque sont ici réarticulés dans cette découverte
parce que ça risque de pas revenir sur le marché. Pour raconter sur le choix des thèmes, la librairie des rencontres, normalement, tout ce qu'on a dedans peut se lire. Donc, comme ça, vous avez déjà une vraie sélection qui est faite. Regardez sur l'aspect.
C'est revenu. Du dessin de Marseille. Pour la promotion des bibliothèques de Marseille. C'est le crayon de couleur et qui met les couleurs flamboyantes de Marseille en valeur. Et en même temps son paysage un peu déstructuré parce qu'elle ne cherche pas à faire du dessin esthétique. La voiture cramée, elle la met au milieu de l'arbre et il y a un côté très touchant de cette exposition. Donc ça se déroule à l'Alcazar et dans les bibliothèques du reste du réseau de maintenant jusqu'à tout l'été. Et cette expo s'appelle « Tu es chez toi ici ». Et ça rejoint un peu ce que vous disiez autour de vos propositions de lecture. Tu es chez toi ici, ça veut dire ici dans la bibliothèque, ça veut dire ici dehors, dans le parc, au pied de la cité, n'importe où, ici dans le monde, ici dans l'univers. Tu es chez toi et c'est une invitation à, partout où on est, arriver à trouver, à se sentir bien et à oser en fait être soi et se sentir chez soi. Et être chez soi et ne pas laisser le chez soi à ceux qui voudraient en exclure les autres, comme c'est parfois le cas. On en parlait hier soir. Et l'autre conseil, alors c'est un petit livret que vous allez trouver sur le stand des bibliothèques qui est tout au fond, qui raconte le parcours du livre jeunesse de Marseille, qui est en fait un parcours très structuré proposé au public scolaire et aux enseignants et leurs classes, qui regroupe chaque année une soixantaine de classes participantes, à qui on propose une sélection de livres, qui sont donc dans ce petit livret que vous pourrez récupérer, selon les âges, donc de la maternelle à la fin du collège. Et ensuite, les élèves vont avec leurs enseignants en librairie choisir des livres. Ils ont un petit budget pour acheter des livres qu'ils vont lire. Ils vont sélectionner un des livres sur lequel ils vont écrire une critique et en faire la promotion à travers une action de valorisation, que ce soit dessin, théâtre, chant. Et après, il y a une restitution un peu globale qui permet de mettre en valeur ces valorisations par classe. Et donc, dedans, il y a plein de sélections de livres. Il y a une dizaine pour chaque classe d'âge qui sont très stimulantes, qui sont faites par les bibliothécaires de Marseille. Et très, très généreusement mises à disposition de tous. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on termine par un petit exercice de prospective. Déjà à échéance très courte, le festival Oh les Beaux Jours va débuter à Marseille dans quelques jours. Donc le libraire partenaire des rencontres est aussi partenaire de Les Beaux Jours. Vous trouverez de la documentation là-bas sur cet événement. Ça débute, je crois, le 23, quelque chose comme ça, le week-end de l'Ascension.
Et il y aura Suzy Morgenstern qui sera là. La chance voilà, pour la littérature de jeunesse. Prospective un peu plus lointaine. On ferme les yeux, on est en 2050, le Père Noël est passé et la ville de Marseille est devenue une ville à hauteur d'enfant. Il y a de la place pour eux un peu partout. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la lecture? Est-ce que votre équipement a évolué? Est-ce que vos missions sont facilitées d'une façon ou d'une autre? Comment vous voyez ça pour que le livre, qui a déjà une place très importante dans Marseille, mais devienne vraiment un élément de la vie quotidienne et de l'espace public pour les Marseillais, jeunes, adolescents? Qu'est-ce qui s'est passé en 25 ans, pardon. On a su faire d'une faiblesse structurelle qui est le manque de bibliothèques historiques à Marseille, une force de création pour inventer plein de manières de diffuser le livre, pour renforcer les partenariats avec toute cette vitalité associative, CELEM, Opéra Mundi, la Ligue de l'enseignement, etc. Et pour diffuser le livre de plein de manières différentes et se dire que y a une lecture au parc là et puis il y a tel endroit où on peut aller récupérer le livre qu'on a réservé et qui est au milieu du centre social peut-être et d'imaginer que la bibliothèque est elle aussi sortie dehors. Place de la Providence, dans différents lieux, en fait, et que tout cela s'hybride. On aurait fait une place aux adolescents aussi, qu'on a de grandes difficultés aujourd'hui à accueillir en bibliothèque, parce que sans doute on leur fait une offre qui leur correspond pas. Voilà, et puis on serait un lieu, pour reprendre le titre de Lire dans la Cité, un lieu où on fait vraiment agora, lieu de forum, de discussion, d'échange, où en bibliothèque, on peut parler de tous les sujets de société, on peut parler d'écologie en particulier, amener chacun à la prise de conscience, à échanger, parce que la transition ne se fera correctement que par de l'échange entre citoyens, de l'acceptation, à certains renoncements qui viennent aussi. Et tout ça, ça a besoin d'être discuté. On a besoin de s'ouvrir les uns aux autres, de savoir voir la frugalité qu'il y a dans la manière de vivre des classes populaires. Voilà. Christine, tu voulais ajouter quelque chose? Non, déjà, moi, ça me plairait bien. Après, je rajouterais qu'il y ait encore plein de lieux qui se créent ou qui soient réhabilités pour pouvoir se mettre dehors, pour pouvoir lire. Des rues des enfants devant toutes les écoles. Alors, les rues des enfants, c'est un dispositif qui permet de rendre la rue piétonne pour qu'effectivement, il puisse y avoir des activités sur les parvis des écoles, à la sortie scolaire, à la sortie de l'école. On travaille déjà sur les cités éducatives, mais ça, c'est aussi un dispositif où ça laisse le temps aux gens de discuter, aux enfants de jouer, de se poser, lire, d'aller faire une activité aussi ludique. Enfin. Oui, et la mairie actuelle de Marseille commence à avancer sur ces questions par rapport à d'autres villes. Et la place dans l'espace public, c'est primordial, c'est essentiel. On en manque. On est une grande ville, mais on n'a pas beaucoup d'espace public facile, en fait. L'espace public est compliqué à occuper. Donc, pour que Marseille devienne vraiment une véritable ville voilà, le vieux port piéton et la Canebière piétonne, c'est bien. Il faudrait que ça soit encore plus, pour qu'il y ait plus d'espace, pour que les associations puissent se poser, lire, proposer des activités, réunir les gens. Comme tu disais, c'est important que les choses s'échangent. Qu'entre partenaires aussi, on ait la possibilité de se rencontrer, de travailler ensemble, de mettre en place des projets, parce qu'il n'y a rien qui se fait à Marseille tout seul. C'est quelque chose, voilà. On travaille ensemble, que ce soit avec les acteurs éducatifs, sociaux, institutionnels, associatifs. C'est ça aussi la... Vous m'entendez? C'est peut-être en 2050 qu'on ait créé les conditions pour que les enfants soient davantage prescripteurs. Et que justement la question de la place publique, l'espace public de la ville aujourd'hui, la place qui est accordée aux enfants, elle est
elle est quasiment nulle, hein, on peut le dire. Marseille est une ville assez sauvage de ce point de vue, dans beaucoup d'endroits. Voilà, tout ce qui était extérieur est très compliqué à vivre pour les personnes vulnérables. Et donc 2050, ça serait une ville, pourquoi je parle de ville, je ne sais pas, mais en tout cas, d'imaginer Marseille plus soucieuse de la vulnérabilité des uns et des autres.